le Dupixent, ou Dupilumab, est l'un des médicaments modernes les plus connus utilisés aujourd'hui pour traiter 3 affections majeures. On l'utilise dans les cas d'eczéma sévère et de troubles cutanés liés à une hypersensibilité. Il est également prescrit pour certains types d'asthme qui ne répondent pas bien au traitement habituel. Et dans certains cas, il aide à soulager la sinusite chronique accompagnée de polypes nasaux. Mais alors, quelle est exactement la substance active du Dupilumab? Comment agit-elle réellement à l'intérieur du corps? Quels sont les médicaments qui interagissent mal avec lui, et qui devraient éviter de le prendre? Quels effets secondaires peuvent apparaître pendant son utilisation? Et enfin, quelle est la bonne méthode et le bon site d'injection pour obtenir le meilleur résultat? Restez avec moi. Nous allons tout expliquer, étape par étape. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Pharmacien Pieuvre, dans un nouvel épisode de la série des produits de A à Z. Dans cette série, nous prenons un produit spécifique et nous expliquons toutes les informations de base et essentielles à son sujet, d'une manière claire, organisée et pratique. Dès le début, cet épisode comporte un point clé. Si vous recherchez un titre particulier ou une information précise, vous pouvez commencer la vidéo à partir de cette section. Mais si vous souhaitez tout comprendre sur Dupixent, ou Dupilumab, de façon complète et cohérente, alors restez avec moi de la première à la dernière minute. Comme toujours, commençons par une vue d'ensemble. Organisons notre réflexion et préparons notre esprit avec des informations fondamentales très importantes. La substance dont nous parlons aujourd'hui, le Dupilumab, appartient à une grande famille de médicaments avancés que l'on appelle les anticorps monoclonaux. Mais que signifie réellement ce terme? En résumé, notre corps contient de nombreuses protéines. Certaines de ces protéines se lient naturellement à des cibles spécifiques à l'intérieur de l'organisme. La science moderne a appris à concevoir, modifier et reproduire ces protéines en laboratoire de manière contrôlée. Nous pouvons changer leur forme, améliorer leur précision ou les reproduire de manière à pouvoir les utiliser comme médicaments. Ces substances peuvent être conçues pour cibler des emplacements très précis dans le corps. Quel est l'intérêt d'une telle approche? C'est la spécialisation et la précision. Par exemple, nous pouvons concevoir une protéine qui cible un virus spécifique, des cellules cancéreuses ou des substances toxiques. Nous pouvons également créer des protéines qui ciblent certaines cellules immunitaires précises. Comment cela nous aide-t-il sur le plan clinique? Rappelons-nous d'abord ce que sont les maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune se produit lorsque le système immunitaire, au lieu de protéger le corps contre les bactéries, virus et parasites, commence à attaquer ses propres tissus. Il devient alors hyperactif et nocif, entraînant l'inflammation et la destruction de certains organes. Ces affections sont appelées maladies inflammatoires ou immunomédiées. C'est là qu'interviennent les anticorps monoclonaux. Nous pouvons concevoir des protéines capables de cibler des voies immunitaires spécifiques. En les bloquant ou en les modulant, nous réduisons l'activité excessive du système immunitaire et, par conséquent, les symptômes de la maladie. Cependant, un inconvénient important de cette famille de médicaments est qu'elle repose sur une technologie très avancée. Par conséquent, les traitements à base d'anticorps monoclonaux sont souvent coûteux. Maintenant que nous comprenons le concept général, passons au médicament du jour, le Dupilumab. Le Dupilumab agit en coupant la communication entre deux messagers immunitaires essentiels appelés cytokines, l'interleukine 4 et l'interleukine 13. On peut imaginer ce mécanisme comme une coupure de câble de signal. Lorsqu'on interrompt le signal, la communication entre les cellules s'arrête. Ainsi, les cellules immunitaires ne peuvent plus s'activer mutuellement de manière nocive. Le système immunitaire devient alors moins agressif, et les symptômes inflammatoires diminuent. Vient maintenant une question essentielle. Dans quelle maladie ces interleukines jouent-elles un rôle majeur? Nous observons principalement leur activité dans 3 affections importantes. La première, c'est l'asthme. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique qui touche les voies respiratoires des poumons.
Dans les formes sévères d'asthme, lorsque les traitements standards, tels que les corticoïdes inhalés et les bronchodilatateurs, échouent, des médicaments comme le dupilumab peuvent être utilisés. En interrompant la communication entre les cellules immunitaires, les symptômes tels que l'essoufflement, la toux chronique, les sifflements, le gonflement des voies aériennes, les altérations de la voix et la baisse du taux d'oxygène commencent à s'atténuer. Pourquoi ? Parce que nous traitons la cause de l'inflammation, et non seulement les symptômes. La deuxième affection dans laquelle le dupilumab est utilisé est la dermatite atopique, aussi appelée eczéma. Nous en avons déjà parlé. L'eczéma débute souvent lorsque la peau est exposée à une substance étrangère. Cette réaction est généralement retardée, et non immédiate. Le système immunitaire commence à reconnaître cette substance comme dangereuse. Les cellules immunitaires s'activent et libèrent des cytokines pendant une longue période. Ces signaux attaquent la substance étrangère, mais endommagent aussi le tissu cutané lui-même. Nous voyons alors apparaître des rougeurs, des démangeaisons, des éruptions et parfois des changements de couleur de la peau. Elle peut devenir plus claire ou plus foncée, car l'inflammation affecte les mélanocytes, cellules responsables de la pigmentation cutanée. Avec le temps, la sécheresse persistante provoque des gerçures, des douleurs et un risque accru d'infection. Puisque la cause principale est une inflammation immunitaire liée aux cytokines, bloquer la communication entre elles améliore considérablement l'état du patient. Et c'est précisément ce que fait le dupilumab en bloquant l'interleukine 4 et l'interleukine 13. La troisième utilisation majeure du dupilumab est dans la rhinite et sinusite chronique avec polypes nasaux. Dans cette maladie, les cellules immunitaires s'accumulent dans les tissus nasaux et sinusaux. Elles provoquent une inflammation chronique, un gonflement et la formation de polypes. Cela entraîne une obstruction nasale, une difficulté à respirer par le nez, une perte d'odorat et des sécrétions épaisses. Ces sécrétions peuvent couler vers la gorge et causer une irritation, voire atteindre les poumons et déclencher une toux chronique. Tous ces symptômes sont dus à l'inflammation immunitaire. En bloquant la voie de signalisation immunitaire à l'aide d'un anticorps monoclonal comme le dupilumab, l'inflammation diminue, le gonflement s'atténue et les symptômes s'améliorent considérablement. Passons maintenant à une considération clinique importante. Les anticorps monoclonaux ne sont pas des traitements de première intention. Ce ne sont pas les premiers médicaments utilisés. Les médecins suivent une approche graduelle. Les traitements conventionnels sont essayés d'abord. Ce n'est que lorsque ces options échouent que le spécialiste envisage des thérapies avancées comme le dupilumab. Cette stratégie progressive garantit le meilleur équilibre entre efficacité et sécurité pour le patient. Le deuxième sujet d'aujourd'hui concerne la posologie correcte. Si le médecin prescrit le médicament de manière appropriée, nous devons alors comprendre quelles sont les bonnes doses, et comment les utiliser. Prenons cela étape par étape, en examinant attentivement chaque dosage. Avant d'aborder les usages médicaux, gardons à l'esprit que ce médicament est disponible sur le marché en deux dosages fixes. 200 mg et 300 mg. Voyons maintenant les posologies selon chaque indication approuvée. La première utilisation concerne les cas d'eczéma, également appelé dermatite atopique. Nous avons aussi une affection proche appelée prurigo nodulaire, similaire à l'eczéma mais souvent plus sévère et plus chronique. Chez l'adulte, le traitement commence généralement par une dose de charge. Cela signifie que l'on administre 2 injections de 300 mg en même temps. Ensuite, le patient reçoit une injection de 300 mg toutes les 2 semaines. Si le patient est un enfant ou un adolescent âgé de 6 à 17 ans, la dose est plus faible. Au début, on administre 2 injections de 200 mg, puis une injection de 200 mg toutes les 2 semaines, selon le poids corporel et l'évaluation médicale. La deuxième utilisation concerne l'asthme. Ici, les adultes et les adolescents reçoivent en général le même schéma posologique. On commence par 2 injections de 300 mg comme dose de charge. Puis on poursuit avec une injection de 300 mg toutes les 2 semaines. Cette posologie aide à réduire l'inflammation des voies respiratoires et améliore le contrôle de la respiration. La troisième utilisation vise la rhinite et sinusite chronique avec polypes nasaux. Dans ce cas, la posologie est plus simple.
On débute directement par une injection de 300 mg, puis la dose est répétée toutes les 2 semaines à raison de 300 mg à chaque fois. Il n'y a pas de double dose de charge au début pour cette indication. Passons maintenant à une 4e utilisation très importante, qui demande une attention particulière. Il s'agit de l'œsophagite éosinophilique, abrégé EO. L'œsophagite éosinophilique est une maladie immunomédiée de l'œsophage, et non du nez. Le système immunitaire attaque la paroi de l'œsophage, provoquant une inflammation. Les patients peuvent souffrir de difficultés à avaler, de blocage des aliments, de gêne thoracique, de nausées, de perte d'appétit, et parfois de perte de poids à cause d'une ingestion réduite. Dans cette affection, le dupilumab est administré à raison de 300 mg chaque semaine, et non toutes les 2 semaines. Cette fréquence hebdomadaire permet de réduire l'activité immunitaire et d'améliorer les symptômes. Il est important de préciser un point médical essentiel. Le dupilumab ne cause pas l'œsophagite éosinophilique, mais il peut influencer le taux d'éosinophile dans le sang, c'est pourquoi une surveillance régulière des patients est nécessaire. Enfin, en ce qui concerne la grossesse et l'allaitement, à ce jour, les données humaines disponibles sont limitées. Comme il n'existe aucune preuve solide et bien documentée démontrant une sécurité complète, les médecins éviteront généralement ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement, sauf si le bénéfice potentiel dépasse clairement le risque. Cette décision doit toujours être prise par un spécialiste, au cas par cas. Le 3e point est très important. Il concerne les effets secondaires liés à l'utilisation du dupilumab, ainsi que les signes d'alerte graves, que l'on appelle aussi les signaux rouges, red flag. Si l'un de ces signaux rouges apparaît, le patient doit arrêter immédiatement le traitement et consulter son médecin ou se rendre à l'hôpital sans délai. Commençons par parler des effets secondaires attendus et fréquents. Pour chaque effet indésirable, il est essentiel de savoir comment le gérer en toute sécurité à domicile. Le premier effet secondaire concerne le site d'injection lui-même. Après l'injection, le patient peut remarquer une douleur, une sensation de chaleur, un léger gonflement ou une rougeur modérée à l'endroit de l'injection. Tous ces signes sont courants et généralement sans gravité. Comment les gérer correctement? 1. D'abord, il faut changer le site d'injection à chaque fois. Il ne faut jamais injecter au même endroit de manière répétée. 2. Ensuite, après l'injection, on peut appliquer des compresses froides pour diminuer la douleur et le gonflement. 3. Il est formellement interdit de frotter, masser ou gratter fortement la peau après l'injection. 4. Si nécessaire, on peut utiliser de simples antalgiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène, sauf contre-indication médicale. Le deuxième effet secondaire possible est une conjonctivite, ou inflammation de l'œil. Que se passe-t-il dans ce cas? Le patient peut ressentir une rougeur, des démangeaisons, une sensation de brûlure ou un larmoiement. Comment réagir? On peut utiliser des collyres lubrifiants, tels que les larmes artificielles ou des gouttes à base d'acide hyaluronique. Si le médecin le recommande, un antihistaminique oral peut aussi aider. Le patient doit éviter la lumière forte, la poussière, la fumée, les courants d'air, ainsi qu'une exposition prolongée aux écrans. Si les symptômes oculaires persistent ou s'aggravent, un ophtalmologiste pourra prescrire un collyre médicamenteux, parfois à base de corticoïdes légers, sous surveillance médicale étroite. Le troisième effet secondaire possible est la réactivation d'un herpès simplex. Cela se manifeste souvent par de petites vésicules douloureuses autour des lèvres, appelées boutons de fièvre. Si cela se produit, on peut appliquer une crème d'acyclovir, généralement toutes les 5 heures pendant environ 3 jours, ou selon l'avis du médecin. Le quatrième effet secondaire touche parfois le système digestif, avec une légère constipation ou un inconfort abdominal discret. Pour le gérer, dormir suffisamment, boire assez d'eau et éviter la déshydratation. Ne pas pratiquer de jeûne prolongé ni d'efforts physiques excessifs. En cas de besoin, utilisez un antalgique léger tel que le paracétamol. La plupart de ces effets secondaires sont modérés, apparaissent dans les 1 à 2 jours suivant l'injection, puis disparaissent spontanément. Passons maintenant aux signaux d'alerte grave, ou red flag. Si le patient présente l'un des symptômes suivants, il doit consulter en urgence.
Le premier signal rouge est une réaction allergique sévère, appelée anaphylaxie. Cette réaction peut commencer par un angioédème, c'est-à-dire un gonflement marqué des lèvres, du visage, autour des yeux ou des oreilles. Le patient peut avoir du mal à respirer, ressentir une pression thoracique, ou subir une chute soudaine de la tension artérielle. C'est une urgence médicale, nécessitant un transfert immédiat à l'hôpital. Le deuxième signal rouge est l'apparition de signes d'infection grave. Tous les médicaments à base d'anticorps monoclonaux, y compris le dupilumab, modifient la réponse immunitaire. Cela aide à contrôler les maladies inflammatoires, mais peut aussi augmenter le risque d'infection. Les signes d'alerte incluent la fièvre, une toux persistante, un essoufflement, une fatigue inhabituelle, ou tout symptôme respiratoire accompagné de fièvre. Dans ce cas, le patient doit arrêter le traitement et consulter un médecin immédiatement. Le troisième signal rouge concerne les troubles digestifs sévères. Dans de rares cas, une activité immunitaire inhabituelle peut toucher l'œsophage ou le tube digestif. Cela peut provoquer une douleur thoracique intense, des vomissements persistants, des douleurs abdominales sévères, ou une douleur vive et pénétrante, décrite comme un coup de couteau. Ces symptômes sont dangereux et exigent une évaluation hospitalière immédiate. Savoir reconnaître ces effets secondaires à temps et agir sans attendre est essentiel pour une utilisation sûre et efficace du dupilumab. Le quatrième point concerne les examens médicaux et les analyses de laboratoire dont le médecin a besoin avant de débuter le dupilumab, puis pendant toute la durée du traitement. Une autre question importante est la suivante. Combien de temps utilise-t-on ce médicament? Est-ce une affaire de mois, ou de plusieurs années? Le médecin demande plusieurs examens, selon l'état du patient et l'indication du traitement. Cependant, l'examen le plus important est réalisé avant de commencer le traitement, puis répété tous les 3 à 6 mois. Cet examen s'appelle la NFS, ou numération formule sanguine complète, CBC, Complete Blood Count. Dans cette analyse, nous nous concentrons surtout sur les éosinophiles. Pourquoi est-ce si important? Si le nombre d'éosinophiles dépasse 1500 cellules par microlitre, il ne faut pas commencer le dupilumab. Et si le patient prend déjà le médicament et que le taux d'éosinophiles s'élève au-dessus de 1500, le traitement doit être arrêté immédiatement. En effet, un taux très élevé d'éosinophiles peut aggraver l'état du patient et augmenter le risque de complications. Clarifions maintenant un point important. Vous pouvez entendre dire que le dupilumab est utilisé dans des maladies éosinophiliques, et en même temps, nous disons qu'il ne doit pas être utilisé si les éosinophiles sont élevés. Comment concilier ces deux informations? L'utilisation du dupilumab dans les maladies éosinophiliques est considérée comme une option de dernier recours. On n'y a recours qu'après l'échec de tous les traitements standards, et uniquement si le taux d'éosinophiles est inférieur à 1500. La deuxième condition essentielle est une surveillance continue. L'analyse des éosinophiles doit être répétée tous les 3 à 6 mois. Tant que le taux reste en dessous de 1500, le traitement peut se poursuivre en toute sécurité, et le médecin peut être rassuré. Si, à n'importe quel moment, ce taux dépasse ce seuil, le médicament doit être arrêté et ne doit pas être repris. Le dernier point dans cette partie concerne la durée de sécurité d'utilisation du dupilumab. Il n'existe pas de durée fixe de traitement pour ce médicament. La durée dépend du jugement clinique du médecin, de la réponse du patient, de la présence ou non d'effets secondaires, ainsi que des résultats des analyses. Tant que tous ces éléments restent stables et acceptables, le patient peut poursuivre le traitement en toute confiance. En revanche, si un résultat d'analyse anormal ou un effet indésirable grave apparaît, le médicament doit être arrêté immédiatement. Le cinquième et avant-dernier point concerne les interactions médicamenteuses les plus importantes liées au dupilumab et à d'autres médicaments disponibles sur le marché. En général, le dupilumab est une grosse molécule protéique. Une fois injectée sous la peau, elle n'est pas facilement dégradée ni éliminée.
C'est pourquoi les interactions médicamenteuses doivent être prises très au sérieux. Il existe deux interactions majeures qu'il faut bien comprendre. La première interaction ne concerne pas seulement le dupilumab, mais tous les anticorps monoclonaux. Elle se produit avec les vaccins vivants atténués. Ces vaccins contiennent des virus affaiblis, mais encore vivants. Quel est le problème dans ce cas? Le dupilumab, comme les autres anticorps monoclonaux, peut réduire partiellement la réponse immunitaire. Si une personne reçoit un vaccin vivant alors que son système immunitaire est affaibli, le virus contenu dans le vaccin peut se réactiver, et le corps peut ne pas parvenir à le contrôler. Cela peut entraîner une infection réelle, au lieu d'une immunisation protectrice. La solution correcte est simple et sûre. Le patient doit recevoir le vaccin vivant d'abord, tant que le système immunitaire est encore fort. Ensuite, on attend environ 3 mois, afin que l'organisme puisse répondre complètement, développer son immunité et éliminer le virus affaibli. Ce n'est qu'ensuite que le dupilumab peut être commencé en toute sécurité, et le patient peut être rassuré. La deuxième interaction importante concerne les autres médicaments qui suppriment le système immunitaire. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'un patient prend de la cortisone, et que le médecin prescrit du dupilumab, il faut arrêter la cortisone immédiatement. C'est faux. Dans la majorité des cas, le médecin maintient les deux traitements au début. Cela s'explique par le fait que le dupilumab n'agit pas immédiatement. Il a besoin de temps pour produire ses effets complets. Pendant cette période, le médecin surveille attentivement tout signe de suppression immunitaire. Une fois que le dupilumab devient pleinement efficace, le médecin réduit progressivement ou arrête la cortisone et les autres immunosuppresseurs, pour poursuivre le dupilumab seul. Enfin, il faut retenir une règle absolue. Il est strictement interdit d'utiliser deux anticorps monoclonaux en même temps, quelle qu'en soit la raison. Même si la cortisone ou d'autres immunosuppresseurs peuvent être utilisés temporairement, associer deux anticorps monoclonaux peut affaiblir gravement le système immunitaire et provoquer des complications graves. C'est pourquoi cette combinaison est formellement contre-indiquée et considérée comme dangereuse. Le sixième et dernier sujet concerne l'emplacement des injections de cortisone et la bonne méthode pour les administrer en toute sécurité. Les zones recommandées pour les injections de cortisone se situent au niveau de l'abdomen. Plus précisément, l'injection doit être effectuée à distance de la région ombilicale, environ 2 à 5 cm plus bas. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est très important de changer le site d'injection à chaque fois. L'injection peut être réalisée dans la partie supérieure ou inférieure de l'abdomen, tant que la peau est saine et appropriée. La méthode est simple et facile à suivre. 1. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. 2. Nettoyez la zone d'injection à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool médical. 3. Pincez doucement la peau pour former un petit pli. 4. Insérez l'aiguille et appuyez lentement et régulièrement sur le bouton de l'injecteur. 5. Attendez quelques secondes après la fin de l'injection. Ne retirez pas l'aiguille immédiatement. 6. Retirez ensuite l'aiguille lentement et avec précaution. 7. Enfin, posez un petit pansement adhésif sur le site d'injection, sans frotter ni exercer de pression. Il est très important de ne pas injecter la cortisone dans des zones présentant des taches, rides, cicatrices, ecchymoses, ampoules ou irritations cutanées. Ainsi se termine notre discussion d'aujourd'hui sur le dupilumab et sa bonne utilisation. J'espère vous avoir apporté des informations nouvelles, claires et utiles. Enfin, si le contenu de cette vidéo et de cette chaîne vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon, PayPal et YouTube. À bientôt, et au revoir.